Bien, bonjour à tous. Je suis là, je serai là la semaine prochaine, mais je vous rappelle que la semaine d'après, le 27 février, il y a une légère interruption et je recommence ensuite. Donc, la semaine prochaine, il y a cours, la semaine d'après, il n'y a pas cours, celle d'après, on recommence. Mon souvenir n'est qu'un roman fabriqué à cette occasion. Mon souvenir n'est qu'un roman fabriqué à cette occasion. Dans la vie d'Henri Brulard, Stendhal ne se berce pas d'illusions sur l'exactitude autobiographique. Pour lui, pour nous, toute mémoire est une fiction qui n'apparaît qu'au moment de l'écrire. C'est toujours, je le cite, comme les fresques du Campo Santo de Pise, où l'on aperçoit fort bien un bras et le morceau d'à côté que représentait la tête est tombé. Je vois une suite d'images fort nettes, mais sans physionomie autre que celle qu'elles eurent à mon égard. Et plus loin, la fresque est tombée en cet endroit et je ne serais qu'un plat romancier si j'entreprenais d'y suppléer. Louis Marin a montré comment le tableau de peinture, et en l'occurrence pour Stendhal, d'une peinture toujours italienne, était chez lui le lieu de transcription et de translation, autrement dit de métaphore, entre le moment perdu de la vie passée, le moment du réel, c'est-à-dire de l'affect, de la passion la plus vive, indicible, et celui de l'écriture. On s'y voit tout entier, ou plus précisément, on y voit l'acte de faire advenir à l'écriture le texte enfoui de la mémoire. Comme la décollation de Saint Jean-Baptiste du Caravage, les fresques du Campo Santo de Pise sont une leçon de ténèbres. On les appelle le triomphe de la mort. On les appelle ainsi car on y voit la mort fondre comme un oiseau de proie sur la troupe impuissante de beaux jeunes gens. Elle frappe au hasard, elle déchire de son bec les corps exténués, et l'on voit aussi les cadavres décharnés, et l'on voit les survivants affligés. Tout y est sinistre et monumental. Quand Stendhal a vu cette grande fresque sur les murs intérieurs de l'imposant cloître gothique du cimetière de Pise, elle était déjà, vous l'avez entendu, très dégradée, mais elle le sera encore davantage après les bombardements alliés de juillet 1944. Stendhal croyait voir une image de la peste noire, peinte après 1350, et que l'on attribuait alors généralement à un disciple d'Andrea Orcagna, nommé Francesco Traini, Orcagna et Traini étant par ailleurs les auteurs d'autres œuvres peintes à fresque dans le même Campo Santo de Pise. En 1974, un grand historien de l'art italien, qui se nomme Luciano Bellosi, a proposé de réattribuer cette œuvre à un peintre assez mystérieux, mais documenté par de nombreuses mentions d'archives, qui s'appelle Buonamico Buffalmacco. Buffalmacco. Ces arguments ont convaincu, l'on a depuis reconstitué ou tenté de le faire, une partie de l'œuvre peinte de cet artiste. Mais la difficulté, c'était que, comme on va le voir, cet artiste, Buffalmacco, est connu dans la littérature comme un personnage davantage que comme un créateur. On sait pourtant qu'il fut d'origine florentine, qu'il a été actif à Arezzo, à Bologne, à Pise, à partir de 1336. C'est d'ailleurs sans doute le moment, 1336, où le système giottesque s'impose à la peinture florentine, obligeant ceux qui veulent s'en affranchir à s'écarter un peu de ce modèle dominant. Enrico Castelnuovo et Carlo Ginzburg ont décrit ainsi la géographie artistique dans l'Italie communale, qui polarise autour de centres symboliques des lieux effectivement de domination qui suscitent à leur tour, à leur périphérie, moins des marges en somme que des écarts, moins des retards que des dissidences, mais des lieux seconds où l'innovation trouve à se relancer, qui prend appui donc sur le système réticulaire qu'est l'Italie communale.
Ainsi décrivent-ils le départ de Buffalmacco en termes sociologiques. Leur article a été traduit en 1981 dans les Actes de la recherche en sciences sociales sous le titre assez solidement bourdieusien de Domination symbolique et géographie artistique dans l'histoire de l'art italien. Donc ils décrivent comment, au fond, parce qu'il ne veut pas s'intégrer directement à un modèle diotesque qui est en train de ne supporter ou de n'affecter que des fidèle de stricte obédience, parce qu'il veut s'écarter, Buffalmacco est obligé de partir, et que d'une certaine manière, ce déclassement trouve à se convertir dans ce qu'ils appellent une fronde expressionniste. C'est intéressant parce que ça nous rappelle que dans l'Italie du Tre e Quattrocento, on peint après Giotto comme on écrit après Boccace, qu'il y a une interpicturalité, pourrait-on dire, comme il y a une intertextualité. C'est-à-dire qu'on crée après eux et d'après eux, car dans les deux cas, on doit se déterminer face à ce qui a été, chez Giotto et chez Boccace, une révolution narrative, c'est-à-dire une nouvelle manière d'ordonner un récit cohérent et entraînant et convaincant de la storia. En réattribuant le triomphe de la mort à Buffalmacco, on peut mieux comprendre ses choix formels, notamment, oui, cet expressionnisme, mais ça revient aussi à faire reculer sa datation avant la peste, à traverser l'effroi, comme le disait Boccace, mais à rebours, à voir ce que l'on voyait de la mort avant la catastrophe. Cette œuvre si impressionnante que Millard Mice considérait comme emblématique de ce sentiment de culpabilité mêlé d'extase mystique qu'il cherchait dans les images après 1348, a donc très probablement été peinte au moment donc du séjour pisan de Buffalmacco, c'est-à-dire entre 1336 et 1338, certainement avant 1340. Donc elle doit être restituée aussi dans l'ensemble iconographique du Camposanto de Pise, où Buonamico Buffalmacco peint côte à côte une Thébaïde, un jugement dernier, le triomphe de la mort et un gigantesque enfer. Comme l'a montré Jérôme Bachet dans sa thèse parue à Rome en 1993 sous le titre « Les justices de l'au-delà », cette figuration compartimentée du royaume de Satan constitue une révolution iconographique contemporaine de l'enfer de Dante, mais qui ne lui est pas subordonnée, car elle doit d'abord se comprendre dans le contexte pisan de la prédication en langue vulgaire, de la prédication dominicaine notamment, de Giordano da Pisa, de Domenico Cavalca notamment, qui perfectionne les techniques de persuasion et de mémorisation propres au discours moral de l'Église. Les travaux récents de Lina Bolzoni l'ont confirmé. Au fond, il s'agit de capturer l'attention de chaque fidèle qui doit se sentir personnellement visé par la menace de damnation. Donc il y a bien, oui, un sentiment de culpabilité, ce sentiment de culpabilité que voyait Millard Mice, il ne l'a pas inventé. Mais, et après lui, Philippe Ariès et tous les historiens de la mort, mais qui, je le répète, précède la catastrophe. Et donc on parlera moins, pour le décrire, de culpabilisation que, au sens de Pierre Legendre, juriste, psychanalyste, d'inculpation généralisée. Pourquoi ? Parce que cette entreprise est davantage institutionnelle que morale. Parce que la fresque de Buffalmacco préfigure moins la peste que le châtiment divin, et donne donc à voir le fait que la justice terrestre, ici, maintenant, anticipe le jugement dernier. En créant l'enfer sur terre, le juge fait comprendre que le condamné est le futur damné. Aussi doit-il être puni par là où il a péché, et c'est ça effectivement l'innovation du Camposanto, c'est non seulement effectivement de faire un enfer gigantesque, compartimenté, ordonné, où chacun est puni là où il a péché, les sodomites sont empalés, les hérétiques décapités, les schismatiques démembrés, les faux-monnayeurs, eh bien, on les fait bouillir, de même qu'ils faisaient bouillir les pièces d'or fondues qu'on fait avaler aux avares. Un paroxysme donc de violence s'acharne sur les corps, mais cette violence est politique, elle est proprement souveraine.
Dans une contribution à un ouvrage collectif en 2011 sous le titre « L'angoscia delle repubbliche », l'angoisse des républiques, Andrea Zorzi contribue encore davantage à politiser notre regard sur cette œuvre peinte, parce qu'il part du constat d'une contemporanéité. C'est que Buffalmacco peint à Pise son triomphe de la mort, en même temps, ou peu s'en faut, qu'Ambrogio Lorenzetti, la Sala della Pace à Sienne, soit dans le dernier tiers de la décennie 1330, en même temps que ce temps d'inquiétude politique que Giovanni Villani décrit si bien dans le livre 12 de sa Chronica, qu'il écrit davantage qu'il décrit d'ailleurs. C'est le moment où précisément il tente de mettre, je dirais, en travers de la subversion seigneuriale qui, on l'a vu ensemble, gagne partout la Toscane, les principes du bon gouvernement florentin, notamment en matière fiscale. Donc à Pise rôde le spectre de la tyrannie, et c'est bien elle d'ailleurs qu'évoquait le cartel que brandit dans la fresque de Lorenzetti cette Timor qui porte le visage effrayant d'une faucheuse émaciée et qui dit ceci: parce que chacun ne veut que son propre bien, ici, la justice est soumise à la tyrannie, ainsi par ce chemin personne ne passe sans craindre la mort. Dubio di morte. Or, justement, puisque personne ne peut passer sans craindre la mort, qu'elle va fondre comme un oiseau de proie, on voit, parmi ces beaux seigneurs frappés par la mort, sur la partie droite de la fresque du Camposanto, un jeune homme que Giorgio Vasari, dans ses Vite, identifie comme Castruccio Castracani. Peu importe que ce soit vrai ou pas, en tout cas, il y a toute une tradition qui y voit Castruccio Castracani, c'est-à-dire celui qui a succédé à Uguccione de la Fagiola, dont on a parlé ensemble, comme seigneur de Lucques en 1316, et qui s'est emparé de Pise en 1327, avant de mourir en 1328, et qui est, je dirais, le prototype de ce seigneur italien, au point d'ailleurs que Machiavel, 100 ans plus tard, non, bien davantage, 150 ans plus tard, lui consacre une vie. Le seigneur est mortel, la seigneurie est une expérience qui trouve toujours à s'achever, et contrairement à la tyrannie de la mort, la tyrannie politique n'est ni certaine, ni fatale, ni inexorable. Voilà ce qui est montré au Camposanto. Voilà ce qui est donné à voir, au fond, une discontinuité du temps, davantage qu'une pente inexorable et fatale, un accroc, une fêlure, une mémoire blessée qui cherche à advenir dans l'acte d'écrire. Et je reprends ici encore la phrase de Stendhal qui m'a servi d'amorce et qui peut aussi se lire comme, au fond, un manifeste d'un art poétique, d'une histoire qui ne comble pas les vides, mais qui les circonscrit, qui n'écrase pas les discontinuités, qui ne les aplatit pas, mais qui, au contraire, dessine patiemment ces fêlures. La fresque est tombée en cet endroit, et je ne serais qu'un plat romancier si j'entreprenais d'y suppléer. Or, c'est peut-être l'auteur des chroniques italiennes, celui qui riait de la cruauté de ces méchants princes italiens, qu'il faudrait suivre désormais pour dénouer un paradoxe presque inextricable à nos yeux de modernes. Le peintre de cette œuvre si éminemment politique, si grave, si poignante, Buffalmacco, est d'abord passé à la postérité comme l'un des beffatore les plus bouffons de la novellistica toscane, et cette veine narrative qui mène précisément de Boccas à Vasari, en passant notamment par le Trecento Novelle de Franco Sacchetti, a été opacifiante, c'est-à-dire que ce personnage a eu un tel succès qu'il en a caché, oblitéré, qu'il a fait écran au réel, au véritable Buffalmacco. Tout comme Castruccio Castracani, d'ailleurs, Buffalmacco a réussi à devenir, peut-être de son vivant, en tout cas peu après sa mort, un personnage de fiction. Réussi, si l'on peut dire, puisque cette survie fictionnelle, et c'est de la survie fictionnelle des peintres dont je veux parler aujourd'hui, puisque cette survie fictionnelle se paie au prix d'un oubli de son rôle d'acteur historique, jusqu'à ce que l'érudition parvienne, en relevant des indices très épars, quelques traces lacunaires,
déjà à demi estompé, jusqu'à ce que l'érudition donc parvienne à lui faire reprendre pied dans sa propre existence vécue, notamment en lui restituant le catalogue de ses œuvres peintes, même s'il est encore aujourd'hui très hypothétique. Mémoire fictionnelle, oubli historique, ce chiasme n'est d'ailleurs compréhensible que si l'on se souvient, c'est le cas de le dire, que l'oubli n'est pas l'effacement des souvenirs, mais la substitution d'un souvenir à l'autre, comme l'écrit Régine Robin. Or, quel est le souvenir que laisse Buffalmacco dans la Novellistica? Il apparaît notamment dans 5 nouvelles du Decameron, les 3, 6 et 9 de la 8e journée, les 3, 5 de la 9e, et dans 4 des Trecento novelle de Franco Sacchetti. Chez Boccace, il fait la paire avec Bruno, compagnon inséparable, fort joyeux compère, pour jouer des tours à Calandrino, bonhomme simplet et fantasque. Une fois, ils réussissent à lui faire croire qu'il possède le pouvoir de se faire aimer par toute femme, une autre fois qu'il sait se rendre invisible, une autre fois encore qu'il est enceinte, et ce, grâce à la complicité d'un médecin, maître Simon, qui de Beffator et se fait, dans une autre nouvelle où il termine dans une fosse à Purin, Beffatto, pour ne pas comprendre qu'on peut vivre comme les peintres, pauvres et heureux. C'est ainsi qu'on enseigne le bon sens à qui ne l'a pas appris à Bologne, écrit Boccace, entendez donc à l'université. On retrouve donc ici le mécanisme de la beffa, tel que nous l'avons déjà analysé la semaine dernière, mais dans sa variante la plus burlesque, qu'on appelle précisément la burla. Or, c'est d'abord ce que retient Giorgio Vasari, oui, Vasari, celui qu'on prend comme un historien, pour un historien, dans le chapitre consacré à Buffalmacco dans l'édition de 1568 de ses Vite. Le chapitre, d'ailleurs, précède immédiatement celui consacré à Ambrogio Lorenzetti. Buen amico, fils de Cristofano, dit Buffalmacco, peintre florentin, élève d'Andrea Tafi, doit au Decameron de Boccace sa célébrité de bon plaisant. Les peintres Bruno et Calandrino, qui étaient eux aussi de Galuron, furent, on le sait, ses meilleurs camarades. Comment le sait-on? Eh bien précisément en lisant Boccace. Car si ces deux personnages sont historiquement attestés, ils le sont de manière encore plus faible, encore plus fugace que Buffalmacco. Ce sont en fait des artisans d'art, on va dire, qui sont très faiblement documentés comme peintres d'emblèmes ou d'héraldique. Vasari donc puise chez Boccace, mais aussi chez Sacchetti. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que chez Boccace, il n'y a aucun problème. Au milieu du XVe siècle, la tradition imprimée est immense. En revanche, pour lire le Trecento novelle, à ce moment-là, il faut être mieux introduit. Et Vasari l'est assurément parce qu'il travaille effectivement, comme vous le savez, à la cour du grand-duc de Toscane comme premier de Médicis, avec un personnage important qui est à la fois un moine et un philologue, Vincenzo Borghini, qui a écrit et décrit les fastes médicéens et qui est célèbre aussi pour ses descriptions d'apparat, mais aussi pour avoir participé à la commission chargée d'expurger le Decameron. Or, c'est Vincenzo Borghini qui relance la tradition manuscrite, je vous l'avais déjà dit, mais vous l'avez sans doute oublié, de Franco Sacchetti. Donc, en fait, Vasari a, dans son atelier, justement le Trecento novelle, et donc il peut y puiser. Et donc, il le fait en tentant de reconstituer, comme il le fait d'ordinaire dans toutes ses vites, eh bien, le parcours et l'œuvre du peintre, mais son récit intègre la tradition fictionnelle par une série d'embardées anecdotiques, et on a là, je dirais, le stade supérieur de la falsification, où une fiction est considérée comme source historique pour quelqu'un qui se prétend historien. Ainsi, lorsqu'il décrit le séjour de Buffalmacco à Arezzo, à l'invitation de l'évêque Guido Tarlati, qui, je cite, ayant entendu parler de son talent et de son esprit facétieux, l'invita à s'arrêter dans sa ville, eh bien, il décrit, Vasari, un épisode qu'il raconte, je cite, d'après ce que nous en dit Franco Sacchetti. Buffalmacco peint donc à fresque la chapelle de l'évêque, mais alors qu'il monte un lundi matin sur son échafaudage, il voit ses figures toutes barbouillées de peinture.
Alors il va s'en plaindre auprès de son commanditaire, il croit en une méchante vengeance de ses concurrents, les peintres arétins. Il obtient que la nuit, eh bien, une troupe de gardes armés fasse le guet, et ces gardes voient qu'en réalité, celui qui monte sur les échafaudages, qui touille les peintures et qui barbouille les figures de Buffalmacco, c'est le singe, le gros singe de l'évêque, celui qui était, je cite Vasari, le plus amusant et le plus malicieux qu'on ait jamais vu. Tout le monde rit, les gardes, le peintre, l'évêque, le singe. Je cite Vasari, il n'était pas nécessaire d'envoyer chercher des peintres ailleurs, enfin je le cite, citant Buffalmacco, qui dit à Guido Tarlati, dont je rappelle que c'est l'évêque et seigneur de la ville, il n'était pas nécessaire d'envoyer chercher des peintres ailleurs. Vous avez un maître dans votre propre maison. Peut-être ne savait-il pas bien faire les mélanges. Maintenant qu'il sait, je ne suis plus d'aucune utilité ici, et puisqu'on connaît sa valeur, je ne demanderai comme gage pour mon travail que la permission de retourner à Florence. Alors, évidemment que la scène est grotesque, mais enfin, elle met en scène l'une des questions les plus sérieuses et les plus disputées de la pensée humaniste sur la représentation figurée, c'est-à-dire les rapports entre l'imitation, la mimésis, et la valeur de l'art, la valeur. Le singe, ici, imite le peintre qui imite la nature. De là, un retournement parodique qui prend précisément son sens dans le contexte seigneurial du gouvernement de Guido Tarlati, évêque et seigneur gibelin de la ville d'Arezzo, donc seigneur gibelin, ce qui est déjà en soi apparemment paradoxal, évêque et seigneur, et on avait vu ensemble l'année dernière, et même celle d'avant, que le monument funéraire, qui est sculpté par des artistes siennois de Tarlati, manifeste la réversibilité politique des motifs giotesques, puisque l'iconographie de Giotto, qui est celle de la commune, eh bien, est retournée pour défendre la commune in signoria, la commune dans la seigneurie, la continuation de la commune en dépit de la seigneurialisation de ces modes d'exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, Vasari décrit très bien cette inversion symbolique, puisqu'alors que le travail de la chapelle était achevé, il prétend que l'évêque, soit par plaisanterie, soit pour toute autre raison connue de lui seul, ordonna à Buffalmacco de peindre sur la façade de son palais un aigle terrassant un lion. L'artiste promet de le faire, mais peint un lion terrassant un aigle. Donc il joue lui-même de cette inversion des signes que Tarlati, parce que c'est un seigneur qui se prétend le continuateur de la commune, ne cesse d'infliger à la communication politique de son temps. L'évêque, se rendant compte du tour, menace de l'excommunier, puis se reprend, considérant qu'il avait voulu jouer autrui et qu'il avait bien mérité de l'être en retour. C'est encore une manière, effectivement, de montrer par le travestissement de quelqu'un qui travestit sa parole politique, de fictionnaliser la politique, de montrer, effectivement, que cette politique, eh bien, elle se construit sur le faux. Et c'est ainsi que le Seigneur pardonne l'injure et l'accueille à nouveau avec grande libéralité. Dans un autre épisode que raconte toujours Vasari, Buffalmacco peint à Florence un massacre des innocents pour le couvent des sœurs de Faenza dans la Fortezza di Basso. Il décrit les mères et les nourrices qui tentent de retenir les enfants que leur arrachent les assassins. Je cite Vasari parce que vous voyez que là affleure dans son texte ce qu'était vraiment Buffalmacco. En s'aidant du mieux qu'elles peuvent des mains, des ongles, des dents et de 1000 contorsions du corps, l'âme se trouve exprimée dans la colère, la fureur, la douleur. Cette fresque a disparu, mais Vasari, qui est aussi au Palais ducal le conservateur des collections médicéennes, dit qu'il dispose d'un dessin préparatoire de la main de Buffalmacco dans notre portefeuille de dessins d'auteurs divers. Il raconte que les sœurs de Faenza, trouvant le teint des figures trop pâles, Buffalmacco les convainc que le seul remède à ce défaut était de délayer les couleurs dans un bon Vernaccia, qui est le meilleur des vins de Toscane.
parce que ça leur permettra de ramener à la vie les chairs des personnages. Il reçoit le vin, évidemment il le boit, et fit avec ses couleurs habituelles des figures plus fraîches et plus colorées, écrit Vasari. Dans un article récent, Lynn Norman suggère, là encore, de prendre au sérieux la portée théologique de cette transsubstantiation par la peinture du vin en sang, le sang des victimes du massacre des innocents. Il s'agit bien de faire advenir la vérité de la vie même, ce que, dans son De Pictura, Leon Battista Alberti appelle les miracles de la peinture. Je le cite, « C'est qu'elle a en elle une force toute divine qui, non seulement, comme on le dit de l'amitié, permet à la peinture de rendre présents les absents, mais encore de faire surgir, après de longs siècles, les morts aux yeux des vivants. Dès lors, le peintre devient presque semblable à Dieu, et la voie est tracée pour que la sacralité attachée au culte des images se déplace vers la culture de l'art en lui-même. Autrement dit, pour parler comme Hans Belting, la présence de l'œuvre se substitue à la présence dans l'œuvre. Au fond, je viens de dire ici la grande intrigue des vies de Vasari. Ça ne raconte que ça. En grand, en solennel, en majestueux, ça ne raconte que la fabrication sociale de cette croyance de l'art. Et à ce moment-là, cette scène de la transsubstantiation par la peinture, elle est burlesque, évidemment, mais elle est aussi très sérieuse. Elle porte effectivement une exigence de vérité. Donc, en fait, on le comprend, je crois, lire les Vitae de Giorgio Vasari comme un recueil de nouvelles est un détour fictionnel qui restaure, paradoxalement, la capacité de description sociale du texte. Parce que si on le considère comme une source documentaire où les historiens de l'art viendraient puiser des données factuelles, eh ben on s'épuise en fait dans une sorte de tourniquet herméneutique où on retrouve sans cesse ce que Vasari y a mis au départ, parce que ce qu'il écrit, il ne le décrit pas, il le fait advenir. C'est lui qui, par les Vitae, crée effectivement cette conception héroïque de la Renaissance, si bien qu'en suivant notamment les travaux récents de Paul Barolski, c'est-à-dire en prenant au sérieux la dimension littéraire des Vitae, en comprenant comment cette dimension littéraire chez Vasari est nourrie de la novellistica post-bocassienne, on restaure sa capacité de description sociologique, on redynamise, on repolitise la compréhension de ce qui apparaît bien à chaque fois comme des cas, c'est-à-dire encore, je le répète, des mises en narration d'un jeu contradictoire des normes dans l'élaboration des valeurs de l'art. Et voilà, je crois, une des manières de sortir peut-être de la tenaille interprétative que l'on redoutait la semaine dernière en traduisant, vous savez, le mécanisme de la beffa dont Matano était la victime consentante, évidemment qu'elle était consentante puisque c'est de la violence symbolique, précisément dans les termes de la sociologie politique de Pierre Bourdieu. Et cette facilité à sociologiser posait, je l'ai suggéré, autant de problèmes théoriques qu'elle n'en résolvait, parce qu'en renchérissant sur la dureté sociale mise en scène dans les nouvelles, en prétendant ainsi dévoiler la nature du dévoilement, on risque toujours de tomber dans le piège argumentatif posé par l'auteur, et à travers lui par le genre littéraire lui-même, qui nous oblige une fois encore à retrouver ce que le genre littéraire a placé dans le fonctionnement même du texte, c'est-à-dire à tomber dans le piège du récit. Et au fond, c'est pourquoi il convient c'est comme avec Proust. C'est-à-dire que, évidemment, que Proust a un flair sociologique imparable, comme l'explique Vincent Descombes. Mais justement, si on sociologise Proust, alors on le redouble et on l'alourdit.
Mieux vaut, comme Jacques Dubois le fait aujourd'hui, et encore tout récemment dans son livre qui s'appelle Le roman de Gilbert Swann, Proust, sociologue paradoxal, mieux vaut déplacer l'enquête vers, au fond, des personnages qui, chez Proust, là en l'occurrence Gilbert Swann, eh bien, travaillent le social par l'individuation même. Et voilà ce que je propose de faire, décaler l'analyse en s'intéressant à la manière dont les artistes sont mis en scène dans la novellistica et en faisant l'hypothèse que, en fait, ce portrait de l'artiste au travail, mais au travail justement d'une croyance sociale qui vont les arracher au monde du travail, eh bien, décrit de manière biaisée, au fond, l'ambition de l'auteur, du novellière et lui-même. Odile Redon avait déjà remarqué la surreprésentation sociale du monde artistique dans les nouvelles toscanes. Dès que le métier est identifié, dès qu'il est signalé, eh bien, une fois sur 7 chez Boccace, et c'est à peu près la même proportion, une fois sur 8 chez Sacchetti, ce sont des peintres. C'est dire la visibilité sociale. Et je dirais la présence politique aussi des mondes de l'art dans la société italienne communale et post-communale. Ce sont évidemment des personnages familiers en tant d'abord qu'ils exercent un métier. Or, vous le savez, hein, je n'y reviens pas, on l'avait vu la fois dernière, ce métier, d'abord, il est tiraillé, il y a un jeu des normes entre justement le monde des commandes urbaines et des recommandations seigneuriales qui, évidemment, les contraint et en même temps leur aspiration à la souveraineté créatrice. Et donc, on peut attendre de la beffa de la nouvelle qu'elle joue son rôle littéraire de remise en ordre par le châtiment social du rire qui ramène à soi, c'est-à-dire à son métier. Et on retrouve d'ailleurs ici, je dirais, les deux caractéristiques de la beffa qui déclenchent ce rire de remise en ordre. D'abord par un mot qui, au fond, une puissance performative de la force verbale qui vaut mise à mort sociale et qui contribue à recatégoriser ce qui est en train de s'éloigner des cadres. Donc, en gros, c'est le fonctionnement général. On l'a déjà vu la fois dernière, je n'y reviens pas. Malheur à celui qui s'échappe de sa catégorie sociale. Et ça joue toujours sur les métiers. Si on prend par exemple Franco Sacchetti, deux exemples rapides avant d'aller avec les peintres. Une nouvelle met en scène Agnolo, qui est un vieil ouvrier de la laine qui veut se faire passer pour un notaire et se comporter comme un noble. Alors évidemment, c'est une supercherie. Et donc, la ville se ligue contre la supercherie, il échoue, toute la ville s'amuse de sa mésaventure, et Franco Sacchetti apporte le coup de grâce dans la morale qu'il tire de sa nouvelle en apostrophant son propre personnage, va battre la laine, comme tu en as l'habitude, et laisse les autres métiers à ceux qui savent les exercer. Ok, là c'est très clair. Mais il y a pire, ou directement, il y a plus implacable, plus subtil. Dans la 15e nouvelle du recueil du Lucquois, Giovanni Sercambi, un ouvrier travaillant dans une briqueterie, nommé Grillo, achète des livres, un costume, une plume, un encrier, loue une boutique et s'improvise notaire. Et le novelliste le dit grosso comme l'acqua des macaroni, idiot comme l'eau des pâtes, mais personne ne s'offusque de la supercherie. Ben oui, parce que rien n'est plus facile à contrefaire que les métiers intellectuels. On en a malheureusement l'expérience médiatique tous les jours. Enfin, s'il s'agit de faire vraiment quelque chose de ses mains, la supercherie est tout de suite éventée, mais s'il s'agit de parler. Alors là, effectivement, comme on est dans la fiction, et que la fiction ne se caractérise pas par un défaut de vérité, mais par un surcroît de rationalité, comme tout le monde le croit notaire, et c'est effectivement très réaliste, et qu'il n'est pas démasqué, et qu'il décide de se faire
s'appelait Ser Martino et que ça marche, il a cloué sa plaque, et bien un jour, c'est de lui-même que, pris de remords, il renonce brutalement à la supercherie. Et il se fait paysan. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu monter d'un cran, il dégringole de 2. Ce qui, là encore, est très réaliste du point de vue de la description sociologique. Pierre Bourdieu y verrait, au fond, l'application de la loi qui veut que, par l'intermédiaire des dispositions de l'habitus, qui sont elles-mêmes ajustées la plupart du temps aux positions, les espérances tendent universellement à s'accorder à peu près aux chances objectives. Et c'est à peu près, effectivement, l'espace des frustrations qui instaure un jeu social dans lequel, effectivement, peut avoir lieu la fiction de la nouvelle. Et c'est dans ce jeu social que l'on doit comprendre la puissance burlesque d'un Buffalmacco. Dans une des nouvelles du Trecento Novelle, il joue un tour à ses voisins parce qu'on apprend qu'il est locataire, qu'il est à côté d'ouvriers. Donc, ses voisins, c'est un ouvrier de la laine qui s'appelle Capodocca, tête d'oie, et puis sa femme. Or, les ouvriers, je suis désolé, mais ils se lèvent tôt. Ils partent au travail, de bonne heure. Et puis, la femme de Capodocca, elle se lève encore plus tôt que son mari pour filer au rouet. Or, Buffalmacco, lui, il est peintre, et donc il travaille tard la nuit et veut rester au lit le matin. Et voilà comment Sacchetti décrit la situation. Buonamico était peintre, à son compte, et désireux de dormir ou de veiller en choisissant son temps, car il entendait exercer son art, maintenant qu'il était son propre maître, autrement que quand il était disciple, sous les ordres d'autrui. Et on apprend un peu plus loin qu'avant, il faisait partie d'un même atelier. Alors, on ne sait pas trop si c'était un atelier d'artisanat ou d'art, mais au fond, c'est important pour nous, ce n'est pas important dans les catégories du temps, avec Capodocca, et, je cite, « c'est lui qui, dans l'atelier d'Andrea De Veri, lui avait joué naguère d'étranges tours ». Donc, vous voyez, entre ce qu'est devenu Buffalmacco et ce qu'est toujours Capodocco, la paroi est assez fine. De même qu'effectivement, ils sont locataires et qu'il y a un mur de briques et ils entendent tout l'un des autres. Et d'où la querelle de voisinage. Et c'est précisément parce que la frontière est fine qu'il faut la défendre avec hargne. Donc je vous laisse le soin, si vous avez envie de lire l'anthologie dont je vous avais parlé d'Odile Redon, qui s'appelle Table florentine, de voir comment, par quel stratagème Buffalmacco, en rendant la soupe trop poivrée vous lirez ça, eh bien, se joue de ses voisins trop bruyants. Et on voit bien d'ailleurs, effectivement, que sur le plan anthropologique, eh bien, cela met en jeu la question du sexe, évidemment, parce que ce qu'ils entendent de l'autre côté de la paroi, ce sont évidemment les ébats des ouvriers, et puis le temps de travail, parce que c'est bien en rapport avec le sexe et le temps de travail que les ouvriers spécialisés que sont les artistes eh bien, entendent faire comprendre qu'ils ne sont plus précisément des travailleurs. C'est exactement la même chose dans une nouvelle de Matteo Bandello, qui met en scène Léonard de Vinci, mais bien plus tard, en 1554, et qui le met en scène en train de peindre justement la scène. Il avait coutume aussi, et je l'ai moi-même vu et observé à maintes reprises, oui c'est vrai, parce que Matteo Bandello était le neveu du prieur de Santa Maria delle Grazie, qui est le couvent où a été peint la scène. Il avait coutume aussi, et je l'ai moi-même vu et observé à maintes reprises, de monter de bon matin sur son échafaudage, car la scène s'élève à bonne hauteur du sol, et, disais-je, de ne jamais lâcher son pinceau depuis le lever du soleil jusqu'à la nuit tombée, mais, en perdant le boire et le manger, de peindre continuellement. Puis, il demeurait 2 ou 3, voire 4 jours sans y toucher, tout en restant parfois 1 ou 2 heures par jour, uniquement à contempler, à observer, et s'interrogeant intérieurement à juger les figures. Donc vous voyez qu'il y a là toute la
la manière de faire, la disposition d'un artiste inspiré, décroché d'un temps de travail, cette oisiveté créatrice dont a parlé Wittcover, c'est-à-dire qu'on va effectivement en perdre le boire et le manger pendant 3 jours, puis on va s'enfuir, puis on va revenir, puis on va regarder, puis on va rêver, voilà. C'est-à-dire pour échapper justement à ce monde du travail dans lequel sont encore nos amis, les voisins de Buffalmacco. Alors, avec Léonard, c'est gagné, évidemment. C'est lui d'ailleurs, c'est d'abord un artiste créateur de lui-même, Léonard. Et d'ailleurs, ça joue sur le temps et sur le sexe, hein, l'extravagance de Léonard. Mais justement, tout l'effort de Boccace à Vasari, c'est de faire comprendre que ce chemin parcouru, c'est celui justement de la création de l'artiste comme personnage créateur. Alors, on pourrait décrire aussi cela en montrant comment Giotto, puisque j'en parlais tout à l'heure, est lui aussi un personnage qui a intégré la novellistica. 2 exemples rapides. La nouvelle 63 du Trecento Novelle de Franco Sacchetti, qui présente ainsi l'intrigue. Un vulgaire artisan ayant eu vent de sa réputation et ayant besoin, peut-être pour aller exercer sa charge de châtelain, de faire décorer son pavois, se rendit sans tarder à l'atelier de Giotto. Ben oui, parce que Giotto, il n'est pas ce peintre solitaire et inspiré que Pasolini a filmé. Il est un chef d'atelier. Ce n'est pas encore Léonard. Donc il reçoit des commandes, et il reçoit des commandes de tout le monde. Et celui-là, eh ben, c'est un châtelain, je pourrais faire le même raisonnement qu'avec Matano, il a toute légitimité à se faire peindre par Giotto un pavois. Seulement Giotto ne veut pas. Seulement Giotto est en train justement de construire son intérêt au désintéressement. Seulement il refuse effectivement de servir ce vulgaire artisan qui est, dont on pourrait dire, avec une sorte de neutralité descriptive, qu'il est probablement un artisan inscrit dans un art mineur, donc qui a droit à des magistratures mineures, donc il est dans une castellania, du Contado de Florence, mais Giotto lui dit « je vais lui peindre des armes à ma façon », et armes ayant le même sens ambivalent en français comme en italien, eh bien, il lui peint un gourdin pour montrer effectivement la brutalité du personnage. Est-ce à dire que Giotto joue le jeu des élites sociales auxquelles il aspire? Pas tout à fait. Il joue un jeu justement décalé, et une autre nouvelle nous l'indique. Elle est dans le Decameron, cette fois-ci, chez Boccace, où le lecteur est mis en garde dès le prologue sur la subtilité de la distinction sociale, puisque c'est une journée qui doit exemplifier le fait qu'on ne doit jamais se fier aux apparences. Giotto est présenté classiquement comme un génie, mais comme un génie qui a réussi et qui va donc visiter ces terres en compagnie d'un juriste qui s'appelle Forese et qui est, comme l'écrit Boccace, une encyclopédie de droit civil avec lequel il fait le voyage. Donc on voit qu'il y a effectivement la noblesse du droit, la noblesse de l'art, de manière de se hisser au-delà de sa condition. Je vous rappelle qu'à l'époque, on dit, ce qui est évidemment faux, mais c'est une manière effectivement d'exalter son ascension, que Giotto était fils de berger. Bon, donc ils vont l'un et l'autre, comme 2 propriétaires terriens, visiter leur métairie, et puis il se met à pleuvoir. Alors effectivement, ils vont s'abriter chez un paysan qui est de leur ami. Vous voyez que les frontières sociales ne sont pas encore bouclées. Et on peut avoir des paysans parmi nos amis, la société, et puis ça sert à ça
Au fond, les amis, ça sert à vous abriter aussi des intempéries. Et à ce moment-là, la pluie décape les apparences, lessive les vanités, et voici nos deux compagnons de voyage trempés comme des soupes, crottés par les éclaboussures des sabots de leurs crosses, et tandis que le juge s'exclame plaisamment « Giotto, crois-tu qu'un étranger qui ne te connaîtrait pas et qui nous croiserait là, en ce moment, imaginerait une seconde que tu es, comme chacun sait, le meilleur peintre du monde ?» L'artiste lui répond « Maître, il le penserait, tout comme, en vous voyant, il penserait que vous êtes analphabète. » Ça veut dire que le prof de droit, quand il est trempé, quand il ne ressemble plus à un prof de droit, c'est plus un prof de droit. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est rien d'autre que l'apparence qu'il donne. Alors que l'artiste, lui, il peut être dans une sorte de désinvolture ou de négligé que, effectivement, là encore, la sociologie a très bien décrit, il reste toujours un artiste. Donc ce n'est pas seulement que la novellistica écrit le récit qui est un récit collectif de l'arrachement des artistes au monde du travail pour accéder à une aristocratie fictive dont on parlait la fois dernière, c'est qu'ils y veulent évidemment une position particulière et protégée, une position où on ne déroge pas, une position où on est évidemment également indemne du lessivage des apparences. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, on voit que la novellistica nous donne des éléments d'une sociologie implicite de la création artistique dont on peut se demander si elle ne constitue pas la mise en scène décalée de l'expérience socialisatrice des auteurs eux-mêmes qui ne trouvaient pas à s'exprimer autrement qu'au travers d'un masque, du masque d'une autre expérience sociale, celle des peintres, dont nous savons bien aujourd'hui qu'ils ont précédé les écrivains dans le chemin tortueux de la revendication sociale et de la souveraineté créatrice d'un artifex mundi. Dans les deux cas, il s'agit de créer un monde, et de créer un monde de vérité. Parce que, et c'est cela qui est important, ce que reconnaissent les écrivains de nouvelles à leurs personnages en quête du statut d'auteur, au fond, c'est ça. Ce sont des personnages, non pas des personnages en quête d'auteur, mais des personnages en quête du statut d'auteur. C'est bien la capacité à organiser le savoir sous la forme d'une historia. Autrement dit, d'une manière convaincante d'émouvoir par un récit ordonné. C'est cela, l'historia ou la storia pour Alberti. Dans une étude sur le portrait biaisé de Il Novelliere en artiste, Marcello Cicutto a bien montré que ce qui est en jeu dans ce partage du sensible, c'est bien la capacité à rendre visible la vérité. Mais pour rendre visible la vérité, il faut parfois avoir recours à la fiction politique. Et c'est cela que je voudrais suggérer pour terminer, en m'appuyant sur un texte très singulier, très étrange, qui s'appelle « La novella del grasso legnaiuolo », c'est-à-dire la nouvelle ou l'histoire de Gros, grasso legnaiuolo, le menuisier, l'ébéniste. En tout cas, elle est traduite sous le titre « La nouvelle de Gros menuisier » dans le volume de la Pléiade qui s'appelle « Contes italiens de la Renaissance », auquel je vous renvoie. Il existe plusieurs versions manuscrites de ce texte extraordinaire qui a beaucoup circulé, qui a fait de son personnage, Grasso, une figure proverbiale à partir du XVIe siècle, qui est d'ailleurs souvent rapproché de Calandrino, celui que Berne Buffalmacco, pour sa crédulité. Songez qu'on connaît quand même 19 éditions imprimées de cette nouvelle du début du XVIe siècle jusqu'en 1625. Ensuite, la fortune se tarit un peu, mais probablement vous l'allez comprendre parce que, justement, ce que ça raconte, c'est-à-dire, là encore, une assomption
de l'artiste comme personnage créateur, d'une certaine manière, est achevé dans les années 1620. Donc on n'en a plus besoin, ou moins besoin. Le texte circule, mais il circule souvent de façon anonyme, ou dans des anthologies, quand il n'est pas simplement, ce qui est assez fréquent, attribué fautivement à Boccace. Par exemple, l'édition du Décameron qui est imprimée à Florence en 1516 par Giunti l'intègre. Il y a le Décameron, et ensuite, au recto du folio 310, il y a la mention suivante. Ainsi finit le Décameron de Messer Giovanni Boccaccio, suit tre novelle du même auteur, nuovamente ritrovate, récemment retrouvées, dont El Grasso. Bon, si on reprend en fait le travail philologique des spécialistes, je vous passe le détail, on peut faire remonter la traduction manuscrite à un texte primitif que l'on attribue à Antonio Manetti, très probablement, ce n'est pas absolument certain, mais enfin c'est quand même très vraisemblable. Et Antonio Manetti, c'est vraiment pas n'importe qui, parce que c'est un familier de Laurent le Magnifique, c'est un ami de Marsile Ficin, c'est un humaniste, un mathématicien, c'est l'auteur de la vie de Filippo Brunelleschi, sur laquelle je terminerai, 1485, qui est la première biographie d'artiste. Donc nous sommes dans un tout autre contexte politique et culturel, beaucoup plus lourdement polarisé, pour le dire avec Carlo Ginzburg et Enrico Castelnuovo, par le mécénat médicéen, où d'une certaine manière cette assomption de l'artiste en créateur est en voie d'achèvement, mais où le temps du récit, pourtant, donc on serait dans les années 1480, est figé au début du XVe siècle, comme fiché dans cette roche-mère de la narrativité de la novellistica, dont on va voir la semaine prochaine qu'elle se situe dans les années 1380-1420. Enfin, qu'il y a un second passé récent à ce moment-là. L'action est censée se dérouler en 1409, précisément. Il y a un effet de réel qui est très surprenant et met en scène des artistes, alors là, pour le coup, qui sont très célèbres. Donatello et Brunelleschi. Brunelleschi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est celui qui a couronné Santa Maria del Fiore et de cette coupole qui est le symbole même de la Renaissance en 1436. Donc c'est le héros de la Renaissance médicéenne à ce moment-là. C'est l'âge d'or de l'art florentin, 1409, comme la seconde couche, oui, de ce passé récent dont on parlait, seconde couche qui est, si j'ose dire, c'est très vilainement dit, théorisée par les commentaires de Lorenzo Ghiberti, qui est, je ne vous l'ai pas dit, mais qui est pourtant un relais essentiel entre Sacchetti et Vasari dans la transmission de la figure de Buffalmacco. Donc tout ça, effectivement, se trame. Et on pourrait également montrer que Manetti prend position à ce moment-là dans une querelle mémorielle sur la postérité de l'œuvre de Brunelleschi qui agite les cercles érudits dans la Florence médicéenne, comme l'a montré ici même André Chastel. Donc, je retiens simplement l'intrigue. Autour de ces personnages se rassemble, je cite la nouvelle, un groupe d'hommes de bien remplissant quelques fonctions publiques ou passés maîtres en différentes professions d'art, telles que peintres, orfèvres, sculpteurs, marketeurs et autres. Une brigata dont Brunelleschi est, au fond, le chef, qui rassemble des uomini di reggimento, ce qui est un terme très technique du vocabulaire politique florentin pour désigner les fidèles du régime. Donc on est effectivement dans un cercle qui est un cercle médicéen. Mais là encore, il y a des petites subtilités intertextuelles. Par exemple, on dit que le protecteur de ce cercle est de la famille des Pecori. Vous, ça ne vous dit rien. Là encore, le lecteur, c'est exactement comme Isola di Abbadia la semaine dernière, le lecteur florentin rigole. Pourquoi ? Parce que les Pecori, c'est une famille très puissante à Florence qui a pour ancêtre un personnage trouble en la personne de Dino da Giovanni, qui était un boucher extrêmement violent, extrêmement démagogue, qui fut l'orateur fougueux des populaires au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, qui a joué un rôle essentiel dans la crise politique
qui déboucha sur les ordonnances de justice, dans sa chronique Dino Compagni, a longuement décrit les effets sociaux des harangues de Pecori comme, au fond, une parole politique déréglée. Et donc la présence de Pecori dans le récit constitue une sorte de private joke à destination du lectorat florentin, qui sait très bien que les Médicis s'autorisent du Parti populaire et que ce Parti populaire à Florence a des origines très violentes dans la parole politique. Donc ça introduit, si vous voulez, dans l'histoire une inquiétude, un ferment d'instabilité. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire ça paraît burlesque comme ça, mais en réalité, il y a des petites traces, des petits indices qui nous tendent en fait, qui nous font tendre l'oreille. Dans cette brigata d'artistes distingués, dont la nouvelle décrit les activités traditionnelles de commensalité, de conversation, on est exactement dans la même histoire que celle que j'ai racontée la semaine dernière. C'est qu'il y a un type, Grasso, qui veut s'y intégrer. Et il est menuisier. Donc il est tangent, il est sur la frontière. Qui est Grasso? Alors les critiques littéraires se sont beaucoup interrogés sur l'historicité de cette fiction, parce qu'après tout, tous ces personnages sont réels, Donatello, Brunelleschi évidemment. Et est-ce qu'il y a derrière ce personnage conceptuel une vie à retrouver? Peut-être. Peut-être s'agit-il, mais de manière très estompée, de Jacopo Amanatini, qui est issu d'une famille de peintres spécialisés dans la décoration des cofani, des cassoni, c'est-à-dire des coffres décorés, et dont le grand-père et le père furent élus prieurs en 1368 et en 1380. Il est menuisier, on dirait aujourd'hui ébéniste, et effectivement, les cassoni, ça se trouve aujourd'hui dans les musées, mais c'était auparavant des objets de ce qu'on appellerait un art de luxe. Et on est justement à cette frontière qui sépare l'art de l'artisanat de luxe. Les cassoni, en fait, c'est très important parce que, y compris pour Brunelleschi, qui est un maître de la perspective, on sait que c'est avec ces marqueteries que se met en place la mathématisation de l'espace, mais justement, on est sur la frontière. Donc, le cercle des artistes florentins se pose la question de savoir s'ils doivent inviter le gros à son banquet, au banquet. Et là, c'est l'inverse de Matano, c'est qu'au dernier moment, le gros ne vient pas. Il s'exclut de lui-même. Violence symbolique. Le texte ne dit pas pourquoi, mais on saisit bien que ce qu'il expose, c'est une fois de plus l'incorporation de la domination. Alors on voulait faire un effort et il ne vient pas. Alors celui-là, on ne va pas le rater. Un matin, le gros sort de chez lui et quelqu'un l'appelle d'un nom qui n'est pas le sien. Matteo. Toute la société florentine va se liguer pour faire croire au Beffato qu'il est devenu quelqu'un d'autre. On falsifie les registres, on réécrit son histoire, on reprend toutes les archives, on lui invente une autre vie, on le jette en prison pour dette en arguant d'anciennes quittances, sa femme ne le reconnaît pas, tout le monde est dans la confidence, on le laisse au seuil de la folie, le gros, vaincu, fuit en Hongrie, et les artistes peuvent, ça veut dire très loin, et les artistes peuvent savourer leur victoire juste sous la coupole de Santa Maria del Fiore. C'est la dernière scène où Brunelleschi savoure son triomphe par une attitude de suprême distinction. On devine, je cite le texte, comme Filippo, Matteo et Donato rirent ensuite. D'après qui les vit et entendit, il semblait plus fou que le gros, surtout Donato et Matteo qui ne réussissent nullement à se modérer. Filippo, lui, souriait en les regardant tous les deux. Déclenchant le rire sans se laisser déborder par ses effets, Brunelleschi apparaît donc bien ici en position souveraine,
C'est cette souveraineté qui est mise en avant par Antonio Manetti dans sa Vita de Brunelleschi. En voici les premiers mots pour terminer. Voilà comment le même auteur qui a décrit cette extraordinaire nouvelle commence la Vita, la vie de Brunelleschi. Tu désires, Girolamo, c'est le destinataire fictif de la vie. Première biographie d'un artiste. Tu désires, Girolamo, être informé sur le Filippo qui fit cette farce à Grasso. Parce que tu l'admires tellement quand je te dis que c'est une histoire vraie. Comme il était florentin et vivait à une époque récente, d'après son épitaphe, tu veux savoir quelle était son origine et s'il existe des descendants de lui ou d'autres membres de sa famille. Et encore, pourquoi il eut l'honneur d'être enseveli à Sainte-Marie de la Fleur et d'avoir son effigie sculptée en marbre, d'après nature, dit-on, pour perpétuer sa mémoire et accompagnée d'une épitaphe si élogieuse. Enfin, en quelle année il naquit et en quelle année il mourut. Je te le dirai volontiers, du moins le peu que je sais, afin que, dans le sens de ton propos, tu lises la nouvelle comme un récit véridique et non comme un de ces contes qui pullulent. Ce texte est proprement étourdissant dans sa manière de mêler, en ce que je crois être une fiction politique, la vie biographique et la vie rêvée d'un personnage. Parce que vous avez bien entendu, c'est la fable littéraire qui vient garantir ici le régime de véridicité de la vita d'un Brunelleschi bien réel, mais dont on retient d'abord le rôle de Beffator et dans une scène en partie légendaire. Je te dis que c'est une histoire vraie. J'écris l'histoire, afin que tu lises la nouvelle comme un récit véridique et non comme un de ces contes qui pullulent. L'écriture de l'histoire sert ici à rendre vraie la fiction. C'est la fiction même qui déclenche l'écriture de l'histoire. Et c'est la vita qui garantit l'authenticité de la nouvelle. Or, vous l'avez entendu, pour garantir cette authenticité, Manetti dresse ici l'inventaire de toutes les marques spécifiques de l'exaltation de la souveraineté de l'artiste, le recours à l'écrit, l'épitaphe, le portrait ressemblant, d'après nature, la sacralité de la mémoire, l'autographe. En vous présentant aujourd'hui ces personnages en quête d'auteur que sont les artistes, en vous montrant que leur survie fictionnelle se paie au prix d'une atteinte à leur vie biographique, en suggérant que ce portrait du peintre en travailleur, qui n'est plus tout à fait, permet au novellière de dire ce qu'il est, de dire ce qu'il veut être, un maître de la storia, qui veut faire advenir le vrai, j'ai tenté de contribuer à la joie carnavalesque du Mardi Gras. Mais vous avez vu que cette joie, comme chez Stendhal, se teinte d'une certaine gravité politique. Et il s'agira, la semaine prochaine, justement, de partir de Stendhal, peut-être pour comprendre, on y revient encore, de comprendre ce qu'il y a d'attirant, de plaisant, de séduisant, d'entraînant dans la tyrannie. Et qu'est-ce que la tyrannie, au fond ? On redécouvre aujourd'hui dans le débat politique l'acuité de la pensée politique d'Hannah Arendt, qui on cite beaucoup ce passage en ce moment de son système totalitaire. Le sujet idéal de la domination totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni le communiste convaincu, mais les gens pour qui la distinction entre fait et fiction, c'est-à-dire la réalité de l'expérience, et la distinction entre vrai et faux, c'est-à-dire les normes de la pensée, n'existe plus. Et si l'on traduisait simplement fake news par fausse nouvelle, est-ce que ça ne serait pas plus simple, finalement ? C'est ce qu'on verra la semaine prochaine.